provoquer des tensions inutiles. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Écoute, on a une heure chargée, tellement des choses excitantes qui se passent au Musée de l'Histoire. Avec moi, Bianca Gendreau, conservatrice et gestionnaire avec le Musée de l'Histoire. Et là, c'est cool, qu'est-ce qui s'en vient, l'exposition. Parlez-nous-en. Bonjour. Alors, le Musée canadien de l'Histoire présente une nouvelle exposition qui vient juste d'ouvrir. Alors, elle va être là tout l'été, jusqu'au mois de janvier. C'est sur le Moyen Âge. C'est l'Europe médiévale, pouvoir et splendeur. Oui, ça, c'est le titre. Oui. L'Europe médiévale, pouvoir et splendeur. Quel beau titre. Ça nous dit un peu à quoi on peut s'attendre. Absolument, parce que c'est une exposition qui est faite en collaboration avec le British Museum. Alors, on présente des objets qui n'ont jamais été présentés auparavant au Canada. Alors, c'est une exposition qui nous fait découvrir la vie au Moyen Âge, le pouvoir royal, la vie à la cour, les loisirs, on montre les des images aussi de belles choses qu'on va sûrement voir. Absolument, absolument. Alors ça, c'est un objet fantastique. Ça raconte une histoire d'amour tragique de la châtelaine de Vergy, qui, sur cette petite boîte en ivoire, sur toutes les facettes de la boîte, c'est une partie de l'histoire qui est présentée, de cet amour tragique avec la châtelaine de Vergy et un chevalier. Alors, c'est vraiment des objets extraordinaires pour nous permettre de découvrir qu'est-ce que c'était le Moyen Âge. Alors, comme ici, on voit, c'est une pièce d'échecs qui représente le roi, le Lewis Chessman, parce que le jeu d'échecs était un jeu très pratiqué. C'est drôle que j'aurais jamais pensé que le jeu d'échecs date de si loin. En fait, remonte à c'est plus ancien, mais au Moyen Âge, c'était un loisir qui était pratiqué à la cour. Et ce petit personnage, c'était, si vous avez déjà vu les films d'Harry Potter, oui, quand il joue aux échecs, oui, ben alors il joue avec des reproductions de ces petits personnages de jeux d'échecs. Ah, là, je vais aller revoir cette scène dans le film pour voir ces morceaux. Absolument. Alors, l'exposition, justement, permet par le biais d'objets super beaux de démystifier le Moyen Âge, que c'était pas une période de grande noirceur où est-ce qu'il se passait rien. Au contraire, c'est une période de grande transformation. L'Europe se transforme pour devenir, à la chute de l'Empire romain jusqu'à l'an 1500, c'est 1000 ans d'histoire. Alors, vous pouvez imaginer qu'il s'est passé plein de choses. Et ça nous permet de découvrir des objets extraordinaires, comme par exemple cette magnifique tapisserie qui raconte la bataille de Roncevaux, entre Charlemagne, c'est l'armée de Charlemagne. Alors, cette magnifique tapisserie qui nous vient du Victoria and Albert Museum est une tapisserie immense qui raconte l'exploit d'un des chevaliers de Charlemagne et raconte l'histoire de Roland. Alors, on le voit ici, on peut voir Roland qui est brodé à même la tapisserie et qui nous raconte cette magnifique histoire. Parce que le Moyen Âge, c'est plein d'histoires, c'est plein de personnages fantastiques. Et le musée canadien de l'Histoire a ajouté certains éléments pour, justement, rendre l'exposition dynamique, rendre l'exposition peut-être plus facile pour certaines personnes qui sont peut-être moins familières avec l'histoire du Moyen Âge. Alors, il y a une zone interactive où on peut découvrir certains personnages et voir des grandes images projetées sur les murs des endroits où ils ont vécu. Parce qu'on sait que Charlemagne a vécu, on connaît Jeanne d'Arc, on connaît Richard III, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Okay. Ça nous permet de parler des croisades, ça nous permet de parler de la guerre de 100 ans. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Et puis tout ça, on peut l'apprendre. Alors, c'est pas uniquement de voir des objets d'art, les pièces d'un jeu d'échecs, des pièces comme si on va en parler tout à l'heure, mais on peut aussi apprendre au sujet de ces gens, de ces objets, d'événements qui se sont déroulés à ces moments. Absolument, absolument. Et l'exposition a aussi une zone qui s'appelle l'héritage culturel du Moyen Âge au Canada, qui permet de montrer le lien entre finalement les influences du Moyen Âge au Canada.
parce que nous, on n'a pas vécu, on vit pas le Moyen-Âge de la même façon que les gens en Europe, qui vivent dans les villes même, où ils vivent avec des châteaux, des cathédrales. Oui. Mais nous, il y a quand même des influences qui ont resté avec l'architecture néogothique. Les Vikings se sont installés au Moyen-Âge. Tout ça s'est passé au Moyen-Âge. Qui sont installés, excuse-moi, les Vikings se sont installés à L'Anse-aux-Médocs, à Terre-Neuve, mais aussi en Arctique. Ils sont allés jusqu'en Arctique. Alors, ou encore, par exemple, la Charte des droits et libertés, qui a une influence avec le Moyen-Âge, qui, à cause de la Magna Carta, un document qui date de 1215, qui vient un peu établir certaines règles pour, de vie pour le roi. Et finalement, ces droits et libertés vont être réutilisés dans des documents constitutionnels des siècles plus tard et chez nous, dans la Charte des droits et libertés. Incroyable. Écoute, je sais qu'après la pause, on va pouvoir en parler davantage. Oui. Mais avant de quitter, j'aimerais savoir là, à quel moment est-ce que ça a déjà commencé? Oui. Et ça se poursuit jusqu'au 20 janvier 2019. OK, alors on a amplement de temps pour aller le voir, mais des fois on se dit ça, hein? Puis après ça, le temps avance, on n'y va pas. Exactement. L'été, c'est peut-être un bon moment, je serai peut-être un peu moins occupée. Écoute, merci beaucoup, Bianca. Ça me fait plaisir. Super intéressant. On va continuer immédiatement après la pause. Daniel Desarts, qui est aussi avec le Musée de l'Histoire, va nous montrer ces choses et nous parler de la programmation qui entoure cette exposition. Restez avec moi. Merci. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Ta carrière, ton histoire, c'est l'émission qui prépare la jeunesse pour des carrières extraordinaires. Jean-Philippe Michel, je vous présente ma passion, aider les jeunes à atteindre leur potentiel. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous. Écoute, juste avant la pause, on parlait de ce qui se passe au Musée de l'Histoire. Alors, c'est Europe médiévale, pouvoir et splendeur, mais comme vous savez, quand il y a une nouvelle exposition, il y a plein de choses qui se passent autour de cette exposition. J'allais dire Bianca, c'est Daniel Desarts qui est avec moi tout de suite, spécialiste en apprentissage avec le Musée de l'Histoire. Et puis, on se parlait tout à l'heure, il y a plein de choses qui se passent par rapport à cette exposition. Oui, c'est sûr. On veut vraiment inviter tout le monde, toutes les familles pour venir faire la programmation au musée. Alors, on a beaucoup à offrir. Prochainement, on va avoir un super dimanche qui va être dehors, médiéval, comme une foire médiévale. On va avoir des animaux, on va avoir des bricolages, on va faire du pain médiéval. Il va y avoir du monde déguisé dans... Ah, bien sûr. Oui, absolument. Ça, c'est cool. On va faire la danse médiévale. Ça va être vraiment très amusant pour tout le monde, toute la famille. Alors ça s'appelle un super dimanche. Vous en faites plusieurs par année. Par année, pardon. Alors celui-ci sera à quel moment? Est-ce qu'on le sait? C'est le 26 août. OK. Et puis, on doit réserver à l'avance? Non. Même pas? Non, hein? même pas. Venez, amusez-vous bien, tout est là pour vous. Alors, ça, si le météo le permet, on va être dehors. Sinon, on va être à l'intérieur. OK. Alors, indépendamment de la météo, l'activité se poursuit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça va être une belle journée. Super, OK. Alors, autre chose, on a dans l'exposition elle-même, on a quelque chose qui s'appelle la vie du chevalier et on a des bénévoles qui montrent un peu c'était quoi la vie d'un chevalier au Moyen Âge. Et les visiteurs peuvent venir essayer les différents éléments que nous avons. Là, je vais le lever. Oui, là. Ça, là, je ne peux même pas vous imaginer à la maison. Moi, je travaille dans un gym, là, je dois vous dire, là.
Ça, là, c'est pas loin de... Est-ce que tu sais comment ça pèse? Au moins c'est pas 10 loin. livres, oui. Ah non, je pense que c'est plus que ça. Ah moi. oui? Je pense qu'on s'approche le 15, moi. Ah, non, c'est certain. Puis ça, c'est ce qu'ils mettaient, tu vas ça. faire comme ça, sur leur tête. Un chevalier, bien sûr, il va se battre un peu, puis il faut se protéger. Mais ça, c'était vraiment une pour la tête. Il a fallu l'avoir parce que comme ça protège le cou. Mais on mettait ça comme il y avait une chemise qu'on mettait pour descendre un peu, pour protéger. Puis après, avec le temps, il y avait l'invention de l'armure de plaque. Alors là, j'ai ici un gant qui était pour protéger les mains des chevaliers. Ça, je peux l'essayer, hein? Ça, c'est cool. Moi, si j'arrivais chez nous avec ça aujourd'hui, mes enfants diraient « Maman, t'es cool au bout. » OK, là, il faut que je mette un doigt dans chaque... OK, comme ça. Hey! C'est ça. OK, c'est comme le film, le Terminator. C'est quand même sophistiqué parce qu'il a fallu avoir toutes les plaques indépendantes pour qu'on puisse bouger. Parce que je peux bouger mon doigt. OK, c'est vrai que c'est bien fait. Oui. OK, ça date de quel... Environ, on dirait quelle année à peu près, ça? Ça, c'est plus 1300, que vraiment l'armure de plaque a vraiment comme fait une résurgence qui a vraiment été... avant, on se battait juste avec les côtes de mailles, mais après ça... Puis là, j'imagine, c'est avec ça qu'ils pouvaient s'assurer que ça faisait comme il faut sur leurs mains. C'est ça, ou on pouvait mettre le lance ou un épée aussi. À l'intérieur, OK, à l'intérieur de ces affaires-là. C'est ça, pour vraiment bien le tenir. OK, c'est extraordinaire. Ben, j'ai pas envie de l'enlever. J'ai l'impression d'être comme... C'est pas un bon workout, ça. Oui, c'est ça. Ça pèse une tonne. OK, wow! Alors, pendant tout l'été aussi, dans le musée des enfants, on a des activités pour les enfants pour que les enfants puissent venir faire la calligraphie. Alors, pour comprendre un peu c'était quoi à l'époque d'écrire une lettre, les enfants peuvent apprendre comment faire un peu de calligraphie et faire leur propre petite lettre pour amener. J'adore la calligraphie, fun! Et on a un espace dans le musée des enfants pour que les enfants puissent bâtir leur propre château. OK. Nous avons des blocs en mousse et c'est tout le décor est médiéval, là où ils peuvent apprendre à faire leur propre petit château. Alors, puis les châteaux, là, il y a des pointes, c'est rond dans certains endroits, il y a toutes sortes de formes. C'est ça, ils peuvent faire comment ils veulent avec les différents blocs et après, ils peuvent se déguiser parce qu'on a des petits costumes pour les enfants. Les enfants aiment beaucoup. Surtout si ça ressemble un tout petit peu à ça. Un petit peu, mais oui, pas lourd comme ça. Oui, parce que je suis même pas sûre comment une tête humaine tient 15 livres comme ça. Là. Ça devait être des hommes forts. Oui, avec des gros coups costauds. Oui. On a autre chose aussi. Au mois de septembre, nous allons avoir des saveurs du Moyen-Âge en compagnie de Véronique Rivet. Elle va faire une dégustation de vin on va avoir des canapés médiévales. OK, alors ça, c'est pour les adultes. Ça, c'est pour les adultes. Et ça, c'est le 14 septembre. Okay. Ça va être un vendredi soir. Parfait. Et Bianca, qui vient nous parler de l'exposition, elle va être là pour expliquer un peu les saveurs du Moyen-Âge. Est-ce qu'on sait un exemple des saveurs du Moyen-Âge? Est-ce qu'on le sait? Il y avait beaucoup de tartes. Des tartes? Oui. Ah, ben là, j'achète mon billet aujourd'hui. Petite tarte avec la viande dedans. Ça, c'était vraiment quelque chose de très à la mode. Et oui. OK. Alors ça, c'est le 14 septembre. Le 14 ça, est-ce qu'on devrait réserver à l'avance pour que vous puissiez savoir combien de nourriture préparée, vin, tout ça? OK. Oui, il faut acheter des billets sur notre site web. Parfait. OK. Oui. Est-ce qu'ils sont déjà en vente? Il faut attendre un tout petit peu. Ils sont déjà en vente. OK, regardez, là, j'ai mis ça. Je vais aller chercher ça aujourd'hui. J'aime ça. Excellent. Et nous allons avoir une grosse fête d'Halloween le 27 octobre pour les adultes dans la Grande Galerie médiévale. Venez costumer en mode médiéval. On va avoir la musique, on va avoir de quoi manger, on va aller faire des tournées de l'exposition, on va faire la fête. J'aime tellement que votre programmation au musée est toujours visée à toute la population. Oui. Alors, des choses pour les tout petits, des choses pour les moyens entre les deux, les choses pour les gens qui veulent juste lire et apprendre, puis il y a des choses pour le monde comme moi qui aime ça goûter, toucher, s'amuser, se déguiser. Alors vraiment, là, vous offrez une gamme d'activités sans pareil. C'est extraordinaire. On fait ce qu'on peut. Oui. Et puis à la fin, on peut partir avec un beau bouclier.
Voilà, ça c'est une des activités. Pour le super dimanche, j'ai oublié que les enfants peuvent faire leur propre bouclier avec l'art héraldique. Ça, c'était quelque chose qui était fait au Moyen-Âge. On parle de ça, là? Oui, tout le décor. Okay. Ça, c'était quelque chose qui était particulier parce que tout le monde avait leur propre symbole et leur propre héralderie. Puis ça, est-ce que c'est pas comme une initiale de ton premier nom, de ton dernier nom? C'est pas ça que ça veut dire? Oui, c'est... Oui, quelqu'un l'a fait pour moi, puis ça, c'est initial. Bah, j'aime ça! Alors, ça va être un bon temps au musée. Et ensuite, pour l'hiver, déjà, Noël, on a beaucoup d'activités. Alors, gardez un œil sur le site web. Est-ce qu'on a le droit d'en parler un tout petit peu? Il nous reste 1 minute. Veux-tu nous dire qu'est-ce qui se passe dans le temps des fêtes? Ça va être une surprise. J'aime ça! Alors, toutes les activités, là, parce que Bianca nous a dit là, que ça se poursuit jusqu'au 20 janvier 2019. Alors, ces activités-là, c'est un peu la même chose. Ce sera réparti jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Exactement. On va avoir la programmation pendant les deux semaines de vacances autour de Noël. Okay. Alors, tout le monde peut venir. Il va avoir des activités, des bricolages, des petites tournées. Ça va être... Alors... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tellement excitant. J'ai hâte d'aller voir ça. Je vous invite à la maison à aller visiter le site web. Si vous voulez savoir toutes les dates, parce qu'on en a parlé peut-être trop rapidement, muséedelhistoire.ca, tout ensemble, muséedelhistoire.ca. Et vous saurez quand est le Super Dimanche, qui est le 26 août. Le 14 septembre, c'est la bouffe dehors, comme une fanfare pour les grands. Mais tout ça, c'est bien indiqué sur le site web. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir acheter vos billets pour les activités qui vous plaisent le plus. On s'en va à la pause. À notre retour, maintenant, on change de musée. Autre chose excitante, au musée de la guerre. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Semblerait-il qu'il y a un thème aujourd'hui, un vraiment bon thème excitant. On parle un peu de thème de chevalier, si on veut. Mélanie Morin-Pelletier, historienne au musée de la guerre, historienne guerre et société. Là, vous avez une nouvelle exposition aussi qui s'appelle Armure. Effectivement, présenté depuis jeudi passé. Alors, c'est tout nouveau, tout frais. Absolument. Jusqu'au 3 septembre. OK. Donc, tout l'été. D'accord. Et au cœur de cette exposition-là, on a la collection, ou une partie de la collection du Museo Stibert de Florence en Italie. Okay. Donc, une centaine d'objets de leur collection d'armes et armures, surtout de la Renaissance pour nous. Donc, c'est extrêmement des objets somptueux, prestigieux, mais des objets aussi qui viennent du champ de bataille, donc un beau mélange. Quand on parle du temps de Renaissance, pour les gens à la maison, on vise à peu près quel temps dans notre calendrier humain? La plupart des objets dans l'exposition datent des années 1500-1600. Wow.
Ce qu'on a fait au Musée de la Guerre, quand on a appris que cette exposition, on allait la présenter, on a quand même décidé de pousser la réflexion puis de voir comment l'armure, c'est encore pertinent dans notre société. Oui. Donc, on commence en périphérie de l'exposition, on a les objets de la collection Stibert, mais on a aussi ajouté du contenu assez intéressant qui vise à montrer que ça fait encore partie de notre quotidien. Est-ce que tu peux nous en donner un exemple, comme? Absolument. Par exemple, il y a encore une histoire extrêmement puissante dans la section bataille. C'est celle d'un policier dont la veste lui a sauvé la vie alors qu'il s'est fait tirer, alors que c'était un arrêt routier bien normal. Dans les années 90, donc à ce moment-là, les vestes n'étaient même pas obligatoires. Et sur la veste, on a des traces qui montrent que la balle allait directement à son cœur. Justement, donc, une veste de ce type-là. Et donc, la balle a été arrêtée par sa veste Kevlar. Et quand il a quand même été blessé plus bas, oui. Mais quand il a été rétabli, il s'est lancé en mission pour dire à ses collègues « Portez vos vestes » et maintenant les vestes sont obligatoires. Ben oui, oui. C'est drôle, on peut même pas s'imaginer. Bon, ben c'est comme pareil comme quand on parle des sièges d'enfants ou les ceintures de sécurité, on ne s'imagine pas que c'était comme ça avant, c'était pas nécessaire, c'était pas obligatoire. Absolument. Quand on pense aux gendarmes, aux policiers qu'à un moment, c'était pas nécessaire la veste, c'est incroyable. Un autre bon exemple, c'est on a toute une section qui montre comment les armures sont utilisées dans le domaine du sport. Donc, on a l'uniforme complet de la triple médaillée olympique gardienne de but Shannon Sabados, oui. Qui nous montre la haute technologie dans le domaine du sport. Donc, cette section commence avec des exemples Renaissance, donc des chevaux grandeur nature avec leurs armures de tournoi, des cavaliers montés, mais aussi des exemples plus modernes comme l'exemple de Shannon Sabados, mais aussi des casques de vélo, des casques de football, très haute technologie, les études sur les commotions. Donc, on part de la Renaissance et on vient jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant. Puis on peut voir à travers les images qu'il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts aussi. Notre icône de la section culture populaire, donc M. Ironman lui-même. On invite les gens à venir se faire photographier avec lui, bien entendu. Donc, on a toute une section qui montre que le chevalier n'est plus sur le champ de bataille avec son armure. L'arme à feu a rendu l'armure obsolète. Oui. Mais l'image du chevalier est encore très courante dans la culture populaire. Oui, j'allais dire, c'est très populaire encore dans les cinémas. Quand il y a un film qui est censé se passer dans ce temps-là, les gens sont portés à aller le voir parce que c'est tellement... c'est presque irréel pour nous. C'est tellement loin de notre réalité, même s'il y a des choses qui, de là, tu sais, qu'on utilise aujourd'hui, comme avec le costume de hockey, mais on est toujours intéressé par ce temps-là. On a une image un peu romantique au-dessus du chevalier, alors que c'était quand même beaucoup plus violent sur le champ de bataille. Mais on a... Donc, l'image romantique fait aussi partie de l'exposition. C'est intéressant de voir comment, par exemple, le chevalier est utilisé sur les affiches de recrutement de la Première puis de la Deuxième Guerre mondiale pour recruter des soldats. On a aussi toute une section qui porte sur les armures comme symbole de statut et de pouvoir dans la société. Autant à l'époque de la Renaissance, on a des magnifiques corselets, dont un qui a appartenu à un garde du pape dans les années 1500. Et jusqu'à de nos jours, on a un magnifique armure de samouraï qui montre aussi comment dans d'autres cultures, notamment la culture japonaise, l'armure est aussi utilisée comme symbole de statut. C'est incroyable parce que jusqu'à temps qu'on se discute, je me dis, OK, l'armure, c'était pour les chevaliers, c'était pour les guerriers qui, eux, faisaient un travail difficile. J'ai pas connecté que ça pourrait aussi avoir avec le statut. Je me dis, statut, c'était comme les rois ou les empereurs et tout ça, mais non, l'armure était importante pour ces gens-là aussi. Même les rois, les princes se faisaient faire des armures
très détaillées, couvertes d'or pour montrer leur statut, leur richesse. Donc, c'est toute une autre facette du monde de l'armure qu'on peut découvrir. Dans ces images. Exactement. Au Musée canadien de la guerre, c'est un autre versant de cette histoire-là qu'on voulait montrer. Là. Alors, quand on rentre au musée de la guerre, cette exposition, on peut la voir avec le prix d'entrée, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, c'est on peut voir les galeries permanentes, puis c'est notre exposition temporaire pour l'été jusqu'au mois de septembre. Jusqu'au 3 septembre. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on peut aussi apprendre. Alors, on peut regarder si on veut, mais il y a toutes sortes d'explications et de choses qu'on peut apprendre par rapport à chaque chose qui est là, chaque objet, chaque artefact. On a 4 grandes sections. La première section montre l'armure utilisée sur le champ de bataille pour se protéger des armes, donc peut-être un peu plus traditionnelle. Oui. Puis il y a toute une série d'épées parce que, comme on sait, l'armure s'est développée en parallèle avec les armes. Donc, on essayait de la transpercer aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution des épées et d'autres armes de la Renaissance. Dans la deuxième section, on parle vraiment de l'armure dans le domaine du sport. Oui. De la troisième section, du statut et du prestige, du pouvoir associé à l'armure. Et finalement, dans notre 4e section, c'est vraiment culture populaire, comment l'image du chevalier a été réinventée, repensée à travers les siècles. Incroyablement intéressant. Alors, j'invite les gens à visiter d'ici le 3 septembre. C'est ça? Oui. OK. Merci beaucoup, Mélanie. On s'en va à la pause. On n'en a pas parlé, mais c'est parce qu'on va en parler après la pause, ces choses qui sont à côté de moi. Ashley Beatty va s'asseoir avec moi. Elle est spécialiste en apprentissage avec le Musée de la guerre. Et puis, on va continuer notre discussion par rapport à cette exposition qui s'appelle Armure. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parlait avant la pause de l'exposition Armure qui se passe au Musée de la guerre, et ce jusqu'au 3 septembre. Ashley Beatty avec moi, spécialiste en apprentissage. Et puis, je regarde à ma gauche, là, c'est cool les choses qui sont là. Alors, vous aussi, il y a plein d'activités, plein de programmations par rapport à cette exposition. Oui, alors un peu comme Mélanie vous a dit tout à l'heure, il y a 4 sections de l'exposition. Oui. Mais je dirais même qu'il y a une 5e section, c'est la section de programmation et d'activités. OK. Alors le musée vous invite, les visiteurs, tout le monde, de venir nous rencontrer, de venir parler un peu avec nos gens à l'intérieur de la salle pour pouvoir plus apprendre au sujet de l'armure et d'explorer un peu sa créativité. Il y aurait toujours en tout temps 3 activités qui sont gratuites avec l'admission au musée, qui seront offertes jusqu'à la fin de l'exposition, donc jusqu'à le 3 septembre. Et la première activité, j'arrive vraiment, je sais que c'est... Ah oui, on a hâte, mais c'est correct. Tu nous gardes en suspens, oui, on aime absolument, c'est ça. Je préfère peut-être commencer avec un petit cadeau que j'ai fait pour toi. Ah, OK! Alors, les visiteurs auront
l'occasion de pouvoir faire leur propre armoirie et d'utiliser un peu leur créativité pour pouvoir créer leur propre cut-down ou leur propre armoirie qui symbolise un peu leur histoire et leur valeur. Alors, pour moi, pour toi, parce que ça fait plusieurs fois maintenant qu'on se rencontre, je trouve que vous êtes une personne créative. Alors, j'ai mis la petite abeille qui représente la créativité. Wow! Je trouve que vous êtes une personne indépendante. Alors, j'ai mis la petite... Comment est-ce qu'on dit ça? Une noisette? Une noisette. Une noisette. Merci. Et aussi une personne sincère. Toujours, tu m'aidais à... Ben là, faut pas que tu me fasses pleurer. C'est trop beau, ça! Et ici, pour démontrer ce symbole-là, c'est la bravoure. Alors, je trouve que ça prend beaucoup de courage pour se présenter sur la télévision. Ben là, par exemple! C'est tellement beau! Et si vous voulez, vous pouvez écrire votre nom ou... je vais tenter de le faire sans mes lunettes. Je suis capable de voir si je me mets très loin. Alors ça, c'est l'image des petites filles que vous voyez maintenant sur la télévision qui sont en train de justement créer leur propre armoirie. Mais là, regarde, là, elle vient de les décrire, mais là, vous pouvez le voir à la maison comme il faut, là. La petite abeille qui symbolise la créativité, la petite noisette. Moi, mon mari dirait la noisette, c'est parce que je suis une grosse tête dure. Et puis, avec le cœur. C'est tellement beau. Merci. Super gentil. Je peux le garder, ça? Absolument, c'est pour vous. OK, je le garde. Alors ça, c'est une activité qui sera à faire pour le mois de juin et le mois d'août. Le mois de juillet, là, on rentre dans une autre activité. C'est celle-ci. Alors, je vous invite. Je sais que vous avez de la pratique déjà ce matin. OK, je vais essayer ça. Mais tu sais ce que j'ai trouvé, c'est que ma grosse bague, elle rentre pas là-dedans. OK, d'accord. Hey, alors, les gantelettes, ils sont cool, hein, je veux dire, franchement. J'en reviens juste pas comment c'est... C'est intriguant à le mettre. Oui. Ben, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu, mais à cause de toi, je le fais, là. Et puis, t'as l'impression, là, d'avoir bras fort quand tu te mets ça sur le bras. On est capable de tout faire. Oui. Oui. Alors, les visteurs n'ont pas besoin d'avoir des habiletés en ferronnerie, mais seulement avec de la papier. Parce que nous allons pouvoir faire des gantelettes avec les familles, avec les enfants, avec les visteurs qui veulent être créatifs. Alors, pour le mois de juillet, l'activité dans la salle serait celle-ci pour pouvoir créer son propre gantelette pour amener chez eux. Quelle bonne idée! Super bonne idée. Puis ça, j'imagine, celle-là, on peut pas l'amener chez nous, là. Hein? Faut pas celle-là, je suis désolée. Même moi, je peux pas l'amener chez nous. Fallait bien que je demande, hein? C'est trop le fun. Oui. Wow. Alors, les jeunes vont pouvoir en créer eux-mêmes. En créer un eux-mêmes. Celle-ci est faite. Il manque le pouce en ce moment parce que je l'ai oublié. OK, alors ça va comme ça? Oui, ça va comme ça. C'est cool. Puis ça plie pareil comme celui-ci. Et on voit la mobilité, on voit comment c'est important d'être flexible. Ça, c'est une mitaine et ça, c'est un gant, mais en même temps, différents temps dans l'histoire, on utilisait un ou l'autre. Un ou l'autre. OK. Quelle belle activité pour les jeunes. Oui. Alors, ça, c'est pour le mois de juillet. OK. Mais en tout temps, pendant le mois de juin, juillet et septembre, nous allons offrir une activité. Il y a une image aussi avec une famille qui explore des œuvres d'art. OK. C'est une activité que le musée a créée voulant supporter les parents, les grands-parents. Comme ça, lorsqu'ils sont dans l'espace, ils peuvent amener un objet avec nous, dont nous allons faire passer un objet, par exemple, comme celle-ci. OK. Et on demande aux familles, aux jeunes, de trouver l'œuvre d'art dans laquelle se trouve cet objet et associé avec cet objet et cette œuvre d'art. OK, attends. Alors, on me donne ça, puis on me dit trouve-le dans les œuvres d'art. Dans les œuvres d'art, oui. OK. Alors, il y a un œuvre d'art dans l'espace, seulement un qui a des petites pompons comme ça. OK. Oui. C'est intriguant, ça. Ça ferait une belle boucle d'oreille, hein, savais-tu? Oui, ça pourrait être très joli. Moi, je pense à tout. Le rouge, ça va bien. OK, super. Et c'est vraiment créé pour supporter les parents et les grands-parents à pouvoir explorer l'exposition avec les enfants, apprendre plus au sujet de l'armure et de voir que dans la période de la Renaissance, on faisait aussi des œuvres d'art pour mettre en contexte ces pièces. Wow. Et là, on y arrive. On y arrive, hein? Oui. Mais là, ça, c'est quoi? On veut-tu parler de ça en premier ou ça? Ça va un peu ensemble. OK. Parce que... je vais tasser ça sur ce côté-là. Voilà. Comme ça, on peut se faire une petite place. OK. Alors, on veut bien aussi permettre aux visiteurs d'essayer l'armure. Parce que dans cette exposition, il y a toutes sortes de corselettes qui sont visibles. Mais ça, on appelle ça un corselet. Oui, ou un demi-armure de fantassin. Oh, wow. C'est OK. pour un soldat. On peut la tirer vers Oui, on va l'approcher. OK, c'est moins lourd que je pensais. C'est moins lourd qu'on pensait, mais quand même, ça peut être un peu encombrant. Puis là, ça bouge dans le milieu. C'est pour que le soldat puisse se pencher, se plier. Bouger. Alors, ça permet, les visiteurs peuvent le porter, peuvent se prendre en photo. Il y a même quelques images que nous avons amenées avec nous, démontrant des jeunes qui sont dans d'autres costumes que nous avons disponibles pour essayer. OK. Wow! Alors là, j'imagine, l'idée, c'est qu'on se rentre à l'intérieur. Je vais faire attention parce que j'ai un micro, là. Puis on met nos bras dans ça, là. C'est ça? Oui. Pour voir comment être un chevalier, justement. Oui, ça fait bien aussi ça. Et puis, ceci avec ma boucle d'oreille? Oui.
OK, wow! Oui. C'est vraiment cool de pouvoir l'essayer. Tu vois, quand on le prend tout seul, on peut voir que c'est un petit peu plus lourd. C'est un peu plus lourd, mais ça fait ouais, c'est intéressant. Fait que si tu veux être chevalier, tu peux le porter, mais si tu veux être Wonder Woman, tu peux porter les brasseurs de Wonder Woman. Parce qu'elle existait, Wonder Woman? Non, mais comme Mélanie disait, les chevaliers nous inspirent même dans notre culture populaire. Absolument. Alors, voici, on a... Attends, elle avait les deux, là, elle, hein? Oui. Ça. Je vais mettre ça par-dessus mes gugus. OK, ça, c'est cool! On se sent vraiment, ouais, très... OK. Puis ça aussi, on peut essayer ça au musée, c'est ça? Ça aussi, vous pouvez l'essayer au musée. Ça, c'est le fun. Un bouclier de Captain America, on a un bouclier de Zelda. Je veux dire, il y a plusieurs choses de la culture populaire qui s'inspirent de l'histoire de la Renaissance. OK. Et on veut juste laisser les gens jouer, on veut leur permettre de pouvoir trouver qu'est-ce qui leur intéresse et de se prendre en photo, de se sentir comme un héros pour un moment, peut-être. Ben oui, puis écoute, on peut pas faire autrement. On essaie ces choses-là, on les porte, c'est lourd, c'est massif, il y a quelque chose qui... je pense qu'on a la sensation de à quel point ça devait être difficile leur travail. Oui. De se protéger avec ça, un gant, et peut-être que dans ce temps-là, c'était pas des armes à feu, mais c'était des lances. Je veux dire, des épées pointues. Des épées, c'est incroyable de penser comment plus difficile c'était pour eux de se protéger. Oui, absolument. Alors, là, ces activités-là, c'est visé pour les gens de tous les âges, c'est ça? Tous les âges. Et puis, ça, c'est à faire jusqu'au mois de septembre. Comme j'ai dit, les gantelettes seulement au mois de juillet. Okay. Mais au mois de juillet, nous avons aussi 2 autres programmes qui sont un peu supplémentaires. Okay. Alors, on a notre Super Dimanche, qui est pour le Musée de la Guerre, le Super Armure. Donc, c'est toute une journée d'activités inspirées de l'exposition. Et vous allez voir bientôt une image d'hommes modernes habillés en chevalier qui font le combat. Cool! Au jour de la Super Dimanche, vous allez pouvoir voir d'autres démonstrations de personnes habillées en tant que chevaliers qui font des démonstrations. C'est des arts martiaux européens, mais ils sont très recherchés. Ils regardent comment bien tenir leurs épées. Même, ils devraient avoir des ateliers pour pouvoir montrer aux visiteurs comment eux-mêmes tenir leurs épées et faire des motions de combat avec une épée. Même, on peut partir de cette journée-là avec notre propre armure parce qu'il y a une zone de bricolage où les jeunes puissent créer leur propre bouclier ou leur propre cotte d'armes. Donc, je crois vraiment que ça va être toute une journée d'activité. Écoute, excuse-moi, j'allais dire, il faut aller voir le site web pour vraiment voir quand sont les choses, à quel moment et les heures. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est tellement intéressant. Alors, l'exposition s'appelle Armure. Qui se passe au Musée de la Guerre, et ce, jusqu'au 3 septembre. Ça vient tout juste de débuter, comme nous l'a dit Ashley. Et puis, si vous allez sur le site web Musée de la Guerre, toutensemble.ca, vous allez voir la programmation, à quel moment se passe le Super Dimanche, et quand vous allez pouvoir voir ces activités et essayer toutes ces choses-là. C'est beau. On s'en va à la pause maintenant, et puis à notre tour, on va parler de lecture de l'été. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business et le bonheur qui s'endort. Nouveau décor, ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin la tension. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir de ce...
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, c'est le temps des vacances. Bientôt, les gens commencent déjà à y penser. Marc Hennequin et Véronique Sylvain des éditions David sont ici pour nous parler de ce qu'on peut lire quand on est en vacances. Il n'y a rien de mieux que de la lecture quand on est en vacances. Parce qu'on n'est pas pressé. Moi, je trouve ça difficile des fois de commencer un livre tout de suite parce que ma tête pense à mes deux métiers, puis les enfants. Tandis que quand on est en vacances, on a 3, 4, 5 jours ou 2 semaines. Ça prend du temps devant soi. Oui, puis on n'est pas stressé, on tourne les pages, on ne regarde pas l'heure. C'est magique lire en vacances. Ça fait plonger dans un roman, c'est un grand plaisir. Voilà, absolument. Si on avait su, on aurait peut-être fait des propositions de romans qui se passent au Moyen-Âge, mais... Ah oui, hein? On n'avait pas prévu ça. À la fin, on pourra en parler si on s'en souvient. Mais on veut parler on a 6 titres qu'on va peut-être décrire. Peut-être qu'on pourra parler aussi de ce qui se passe à l'automne. Mais le premier, je l'ai lu, extraordinaire. Oui, Xie, comme tu sais, ça se passe en Chine. Oui. Xie de Michel Dehaye. Ça se passe en Chine à l'époque coloniale où les mines sont en pleine effervescence. Et au début du roman, Rose Vaughn va rejoindre son conjoint Raymond qui travaille à Guilin en Chine. Et par la suite, Rose va faire la rencontre de Xie, qui est la domestique de Raymond, et avec de qui elle va tomber amoureuse. Et par la suite, on va voir, une relation va se développer, mais entre Xie, Raymond et Rose. Donc, c'est un roman très touchant qui se passe en filigrane. Il y a la guerre civile aussi. Les Japonais vont finir par arriver en Chine. Donc, honnêtement, c'est un page-turner, des petits chapitres aussi. Moi, j'ai trouvé que ça se disait très rapidement. Et puis, l'histoire commence tout de suite. C'est ça. Moi, je sais qu'il y a des gens pour qui... J'en ai juste lu un livre comme ça. C'est un livre anglophone qui a été traduit en 1000 langues, le Roots, qui, je pense, c'est 300 pages, là, pas loin. Là, puis tu dis où ça s'en vient. Puis à 301... Il y a quelque chose qui arrive, puis tu comprends le pourquoi. Là. Tu comprends le pourquoi Mais c'est pas mon genre. Ce livre-là, j'ai aimé ça parce que dès le début, tu sais, Rose sur le bateau, puis j'ai trouvé ça... j'ai été captivée dès le début. C'est un très, très bon livre. Michel Dehaye réussit vraiment à recréer aussi cette époque-là. Oui. On est en Chine en l'imaginaire est comme auteur, je peux bien voir dans ma propre vision ce qu'elle essaie de me faire voir. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Michel Dehaye est une auteure de la région d'Ottawa. C'est ça, oui. Tout à fait. Et donc, c'était le premier roman en passant. Ah oui, hein? Ça paraît pas du tout. C'est tellement bien écrit. Alors, Michel Dehaye, Xie. Alors, bingo, on met ça sur notre liste. Donc là, on change de décor. On est à Québec, avec le bruit sourd des glaces de Claire Boulay. C'est un moment qui se situe au tout début, juste un peu avant les événements de la crise d'octobre, donc on est en 68, et ça commence là aussi tout de suite par un attentat. En fait, 2 jeunes révolutionnaires qui font un attentat dans un édifice abandonné, sauf que malgré eux, ils tuent quelqu'un. Il y avait un veilleur de nuit qui était là dans l'édifice et qui est tué par l'explosion. Et ça va être un peu le drame qui va parcourir tout le livre, en fait, un peu en filigrane, mais... ça, c'est vraiment le déclencheur. Mais on se retrouve ensuite dans un chalet où il y a 3 personnages. Il y a Monique, la narratrice, qui va raconter toute l'histoire. Il y a Claudie, sa grande amie. Toutes les deux sont profs au cégep, l'une en art, l'autre en musique. Et il y a un musicien qui débarque, qui s'appelle Alan. Claudie et Alan vont vont avoir une relation ensemble. Mais Claudie va finalement mourir dans un accident un peu suspect. Et on va comprendre qu'Alan est relié en fait à cet attentat initial qui empoisonne un peu toute l'histoire. Et Monique... c'est un drame, là, ça, un peu. Donc, c'est un drame, oui, c'est un drame. Puis ça commence en 68, mais ça va jusqu'en 2010, 2015. En fait, ça va jusqu'au printemps érable, exactement. Voilà. Et donc, c'est vraiment très beau. C'est un roman qui est un peu plus complexe, je dirais, que Xie, mais pour les personnes qui aiment vraiment plonger dans une histoire. Puis on voit en filigrane aussi l'histoire du Québec, parce qu'il y a quelques événements, le 15 octobre, l'arrivée du PQ au pouvoir, par-exemple. Puis le discours de René Lévesque. Le discours de René Lévesque, il y a aussi le référendum de 95, donc tout ça. Et ce drame qui est au cœur de l'histoire. OK, je mets un autre crochet. Celui-là, aussi, je dois aller chercher. OK, wow, j'aime ça.
Basculer dans l'enfer. Donc, Basculer dans l'enfer, c'est écrit par Jocelyne Mallet-Parent, qui est une auteure d'origine acadienne, qui habite aujourd'hui en Gaspésie. Ah, ici, on... Oh non, c'est correct, c'est pas le bon film, c'est pas grave. Pas grave. Ça, c'est la bonne couverture. Oui, ça, c'est la bonne couverture. Voilà. Basculer dans l'enfer, c'est beau. Donc, Jocelyne a déjà quelques romans qu'elle a publiés chez nous. Basculer dans l'enfer, c'est un thriller, cette fois-ci. Donc, puis la thématique est quand même assez d'actualité parce que ça parle des jeunes Canadiens, des jeunes Québécois qui s'enrôlent dans le djihad islamique. Et le roman commence justement par un attentat dans le métro de Montréal. Et ce qu'on va découvrir par la suite, c'est que, les jeunes, il y a 2 jeunes qui vont commettre l'attentat, qui vont s'enfuir par la suite. Et dans le roman, il y a une enquête qui va s'ouvrir et on va apprendre au sujet de ces 2 jeunes-là et de ce qu'ils ont fait un peu subir à leur famille par l'entremise des mères de famille. Là. Okay. Donc, alors, comment les mères vivent ce que leurs jeunes ont fait? C'est ça. Ils sont 2 jeunes de bonne famille, donc il n'y a rien, a priori, qui les prédestine à être terroristes. C'est ça. Lui est de parents syriens qui ont immigré à Montréal, mais qui sont des gens très, très bien, qui vivent en banlieue et donc qui sont tout à fait intégrés dans la société québécoise. Okay. Et elle, Ariane, sa mère est docteur, médecin, également une fille de très bonne famille, mais c'est comme s'il leur manquait quelque chose. C'est un peu un vide dans leur peut-être un manque de sens. C'est ça, donc, avec ces 2 jeunes. Ces 2 jeunes, voilà. Quand on dit jeunes, ils ont quel âge à peu près? Ils ont peut-être 20 ans, autour de 20 ans, parce qu'ils sont à l'université, je crois. Donc, c'est s'enrôler pour eux, ça leur donne une façon de voilà, c'est de un vivre. peu comme une certaine époque où on s'engageait dans des mouvements marxistes-léninistes. Mais sauf que c'est une cause qui se passe ailleurs et dont ils ne se rendent pas compte, en fait. Donc, ils vont finir, effectivement, il y a toute une fuite, parce que c'est vraiment un thriller, dans le sens où il y a une poursuite, et ils vont se rendre au Moyen-Orient. On ne dit pas tout à fait si c'est en Syrie ou en Afghanistan. Et là, ça va être un peu la découverte, par contre, parce que ce qui les attend là-bas, c'est pas non plus très, très chouette. Mais non. On connaît les méthodes du djihad, donc la pauvre Ariane qui arrive là-bas ne se rend pas compte qu'elle ne sera pas une combattante, mais elle va être plutôt, elle va avoir, enfin, on va lui destiner un autre rôle. Mais, incroyable. Voilà, donc c'est tout ça qui est vraiment un sujet d'époque. Je vais avoir trop de livres à lire, moi, là, pendant que je suis en vacances. Là. OK. 1, 2, 3, j'ai déjà 3 crochets, on va aller à la pause. On va parler des 3 prochains, d'accord? Parfait. Je vais partir avec une grosse pile comme ça aujourd'hui. OK, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bougez pas, on revient tout de suite. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business et le bonheur qui s'endort. Nouveau décor, ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle de lecture. Lecture à faire, à n'importe quel moment, mais là, c'est parce que l'été est arrivé et on commence à penser à ça, de s'asseoir dehors dans la cour ou en camping ou sur la plage. Dans un hamac. Dans un hamac, j'aime ça, au spa nordique. OK. C'est spécifique, mon affaire. Hein? Marc Henquez et Véronique Sylvain des éditions David sont avec nous. On a parlé avant la pause de Chichier, Le bruit sourd des glaces et Basculer dans l'enfer, qui 3 livres qui ont été écrits par des femmes. C'est ça. Puis là, ça donne qu'on parle de 3 livres qui ont été écrits par des hommes. Ah, faut être juste. C'est ça. Et on commence par un livre qui est vraiment très contrasté par rapport au dernier qu'on présentait. On tantôt Basculer dans l'enfer comme c'est un livre très, très dur. Oui. Alors que là, c'est Le bonheur est un parfum sans nom. OK. Qui est vraiment une romance. Enfin, on peut le qualifier de romance, mais une romance intéressante. C'est l'histoire d'un musicien, enfin d'un écrivain, qui est également musicien, qui est un musicien noir, qui est à Toronto. Ça se passe à Toronto. Et il est en panne d'écriture. C'est un romancier qui a du succès. Et son éditeur le poursuit parce qu'il lui a promis un livre dont il n'arrive pas à accoucher. Et donc, c'est l'histoire de cet écrivain musicien qu'on va suivre pendant le roman. Mais il a un grand ami, Weston, qui est saxophoniste et qui dirige un quartet de jazz qui va l'inviter à se joindre à lui. Enfin, en fait, il a déjà travaillé pour lui, mais il va reprendre du service, si on veut, dans le quartet. Et enfin, je vous raconte ça parce que l'événement qui va être un peu le déclencheur, c'est qu'il y a un soir, donc il joue des percussions, il est là à la batterie, et il y a une femme qui rentre dans la salle, qui le subjugue tout de suite. Qui est magnifique, là, tout de suite, là, hein, le coup de foudre. C'est une femme qui va vouloir suivre comme une partition de musique. Voilà, il va l'appeler Miss Perfumado, parce qu'elle va disparaître, et il va la chercher tout le roman. Et finalement, ça va peut-être lui donner le fil de son livre, le premier son éditeur. Donc c'est un peu ça l'histoire. Donc c'est une histoire vraiment, vraiment chouette, très agréable à lire. Plus légère qu'évidemment ce qui s'est passé avec Basculer dans l'enfer. Mais pleine d'atmosphère et avec des beaux personnages. Les personnages assez bien développés, puis une histoire bien racontée. Parce que Didier Leclerc, un de ses points forts justement de ses romans, c'est qu'il c'est un très bon conteur. Très bon conteur, ouais. Les personnages sont très bien développés aussi, touchants aussi. Super. Alors ça, c'est de M. Didier Leclerc, qui d'ailleurs était finaliste, hein? Oui, finaliste pour le prix Trillium de Ontario. Et on va le savoir, en fait, on espère, on se croise les doigts. Mais... Ah, vous ne savez pas encore? Non, c'est le 21. Le 21 juin? Donc c'est après-demain, ça? Oui, bien là, laissez-nous savoir, puis j'en parlerai dans mon début de show, là, on pourra savoir où il est arrivé. Est-ce que c'est des affaires de première, deuxième place, ou c'est vraiment tu es gagnant ou non gagnant? Voilà. Il y a 3 ou 4 finalistes, mais c'est... Laisse-moi savoir, ça va être le fun, je vais pouvoir en parler. OK, alors on lui souhaite bonne chance. Ensuite, le Legs d'Eva. Je me souviens qu'on avait parlé de ça, mais je me souviens pas c'était quoi. Oui, mais le Legs d'Eva, c'est justement un livre, c'est une traduction de Legacy de Webb Gashey-Grice, une traduction de Marie-Jo Goni. Et c'est un roman qui se passe, au début du roman, ça se passe à Toronto. Il y a une jeune femme, Eva, qui est d'origine autochtone, va étudier à Toronto en droit parce qu'un de ses buts, c'est de retourner dans la réserve d'où elle vient et pour servir les siens. Donc, elle était très studieuse, très débrouillarde, elle était à Toronto. Et puis, un soir de semaine ou de fin de semaine, elle décide de sortir avec des amis. Puis, vers la fin de la soirée, il y a un homme blanc qui va l'approcher et qui va la tuer. On dirait que ça commence assez fort. C'est un roman qui commence très fort. Et par la suite, les chapitres qui vont suivre, c'est un peu comment les membres de la famille d'Eva vont vivre le deuil, vivre ce qu'elle leur a laissé, les traumatismes. Elle a 3 frères et une sœur qui habitent dans la réserve, qui sont encore dans la réserve, qui est au nord de la baie Georgienne, donc dans le nord de l'Ontario. Et chacun va vivre le deuil différemment. C'est ça. Mais à travers le récit de chacun, on va comprendre aussi toute le drame, je dirais, de la réserve. Le traumatisme aussi, et de la difficulté d'être autochtone aussi. Oui, c'est ça, j'allais dire, parce que quand on parle autochtone, en général, c'est pas gentil de généraliser, mais on entend souvent l'histoire, les réserves, c'est pas facile. Les femmes, trop souvent, on les voit qu'elles se font tuer ou elles disparaissent, on ne sait pas où elles sont. Alors, je peux juste imaginer quand on met tout ça dans un livre, ça doit être un roman très puissant. Ah oui, puis c'est vraiment très fort. Puis ce qui est intéressant aussi dans chaque chapitre, c'est que
on voit aussi la façon dont les membres de la famille vont vivre le deuil. Il y en a qui vont se tourner vers la tradition autochtone, les valeurs autochtones, la nature, tandis que d'autres vont se tourner vers la débauche, la violence. Donc, c'est vraiment... Est-ce qu'on finit par le trouver, le coupable? Est-ce qu'on a le droit de le dire ou on le dit pas? En fait, on le sait dès le début. On le sait dès le début? Premier chapitre, on sait qui le tue, on ne sait pas ce qui va lui arriver. On finit par le retrouver, au fond. OK, c'est ça, juste ça. OK. Bon, peut-être que je vais mettre un crochet là aussi. Bon, là, ça paraît bien mon affaire. OK, super. Et le tout dernier, Hubert, le reste avec. Oui, alors ça aussi, on était venu le présenter ici. Oui, je m'en souviens. C'est Gabriel Osson qui écrit le roman, est un auteur d'origine... J'aime tellement l'image. D'origine haïtienne, oui. La couverture, c'est un tap-tap, en fait, un petit tap-tap haïtien. C'est une histoire qui est un peu triste aussi, puisque c'est un... Le reste avec, c'est un enfant esclave, donc c'est le reste avec en créole. Okay. Et il semble qu'à reste avec, voilà. Il semble qu'à Port-au-Prince, il y a 300 000 enfants. Dans le livre de nos jours? De nos jours. Parce que c'est une histoire contemporaine. Hein, oui, c'était très contemporain. Il paraît qu'il y en a encore plus des restes avec depuis le séisme de 2010. Donc c'est des enfants qui arrivent de la campagne, qui sont confiés à une tante, soi-disant tante, qui était à Port-au-Prince. Enfin, c'est le cas de Hubert. Et la tante se dépêche de le placer dans une famille qui en fait un esclave, littéralement, qui fait toutes les corvées et même devient éventuellement esclave sexuel. Enfin, j'insiste pas trop là-dessus parce que c'est pas l'aspect principal du livre. Mais quand même, ce qui est très positif dans le livre, c'est qu'il va s'en sortir, il va réussir, et en apprenant à lire surtout, par l'alphabétisation. Et il va finir par enseigner aux petits reste-avec de son quartier. Donc il y a quelque chose de très beau, il y a là aussi de l'espoir dans le livre, mais ça nous permet de voir un peu comme toute la misère qu'on peut subir à Port-au-Prince et que les enfants subissent. Puis c'est un bel exemple aussi de résilience aussi, parce que Hubert est passé par toutes les atrocités, puis il finit par s'en sortir malgré tout. C'est incroyable parce que quand dans la série de livres qu'on a parlé aujourd'hui, il y en a plusieurs autres, mais on a parlé de ça aujourd'hui, on est en Chine, on est dans... Port-au-Prince, on est à Québec, on est un peu dans le temps, dans une réserve, en avant, dans le réserve, dans le passé, dans les temps d'aujourd'hui. Alors, on a vraiment... c'est la beauté on se perd dans toutes sortes d'années et de villages et de pays. On voyage ici et ailleurs. OK. Je vous garde avec moi? Il nous reste on va aller à la pause, puis on parlera de quelque chose. On se trouvera un autre sujet, OK? Je vous garde pour la fin, j'aime trop ça. À la maison, si ça vous tente de vous informer au sujet de ces livres, le site web, c'est éditiondavid.com. Vous pouvez toujours aller voir ce qu'on peut trouver là, mais aussi en toute grande librairie. Bougez pas, on revient immédiatement après la pause. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant d'eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Tu aimes bricoler, t'amuser et bouger? Je t'invite à la ferme de Jojo. On va s'amuser. À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Kelly Lefebvre du groupe Haricot, un groupe de musique traditionnelle de passage à Contact Ontarois. Alors soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Marc Henquin et Véronique Sylvain des éditions David. Il y a des choses qui se passent, un nouveau livre qui s'en vient, là? C'est que là, on prépare la rentrée, évidemment, mais effectivement, il y a un livre un peu spécial qui va lancer la rentrée de l'automne.
C'est un livre du fondateur de la maison, Yvon Mallette, donc qui a créé les éditions David il y a exactement 25 ans. D'ailleurs, le 13 juillet, ça fait 25 ans. Incroyable. Et c'est une sorte de récit autobiographique qui s'appelle « Entre le risque et le rêve », où Yvon explique un peu comment il a fondé les éditions David. Et qui va être lancé le 29 août. Alors, tout ça va être indiqué, évidemment, publicisé, mais l'invitation est lancée à tous. Et puis c'est déjà écrit, là, ou Non, oui, il est écrit. Il est en train d'aller chez l'imprimeur, en fait. Wow! Alors, le 29 août, et ça, c'est de votre fondateur. Yvon Mallette. Mais en plus, on est allé chez vous tourner un épisode qu'on va pouvoir montrer cet été durant nos émissions spéciales de l'été. Hein? Oui, on a beaucoup apprécié ça. On s'est promené dans les éditions David, mais ça va permettre aux gens à la maison de connaître davantage ce que vous faites. C'est ça. Et aux éditions David. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé entre nous cette saison. On va se voir durant l'été parce qu'on va remettre les émissions en plus de celles qu'on a fait avec vous pour l'été. Mais sûrement qu'on va se retrouver à l'automne. Oui, on espère ça. Oui, c'est certain. Merci beaucoup. OK, pour moi, c'est fini. On se retrouve ici demain à la même heure. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Regardez TV Rogers, Ottawa.